INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour en savoir plus sur cette région inconnue des atlas officiels, d'où partirait le fameux rayon à démonter le temps, le colonel Hubert de Guerlas a envoyé son bras droit préféré, Nicolas Leroydec, consulter Philémon Bossi-Suite, un spécialiste en matière générale, dont l'érudition est pour ainsi dire, et c'est d'ailleurs comme ça que je le dis, universelle. Retrouvons vite Nicolas Leroydec chez le grand homme. Eh bien, mon cher et bienvenu Nick, comme et ainsi que je vous le disais au moment précédent, l'instant précis présent, venons-en à ce qui vous amène, ou plus exactement à son objet. Eh bien, mon non moins cher et non moins bien accueillant Phil, l'objet qui motive ma présence, présentement ici, n'a pour autre raison que celle d'obtenir de ma personne étant et parlant à la vôtre ainsi déclarée, certains renseignements secrets et confidentiels dont le colonel de Guerlas a besoin urgent concernant l'opération Psychose toujours, et que je suis en mesure de lui fournir à titre strictement personnel, amical et gracieux, cela va sans dire. Le colonel vous a mis au courant? Brièvement, et à mot couvert par la prescription, mais suffisamment explicite pour que je réalise que l'opération Psychose toujours n'a qu'un rapport de principe fort lointain avec celle de l'appendicite et celle de l'hystérectomie. Je vous écoute donc, mon cher Nick. Est-il nécessaire, mon cher Phil, de vous faire la genèse de l'affaire en question? Non. Je sais en gros de quoi il s'agit, de quoi il retourne et quoi ça concerne, c'est-à-dire le biglotron et le fameux rayon à démonter le temps, dont la base secrète d'émission se trouverait, d'après les calculs du professeur Slalom Jérémy Ménertienne... Ménerlache, Phil. Exact, Nick Ménerlache, se trouverait dans certaines régions inconnues et non inscrites sur l'Atlas, situées, elles, topographiquement et géographiquement, sur les confins périphériques du Népal, c'est-à-dire plus près de l'Everest que du Puy-de-Dôme. Exact? Rigoureusement. Mais situer la base secrète est une chose, la localiser en est une autre. Certes, mon cher, certes. Mais mon propos n'est pas de ce ressort. Ce que me demande mon vieil ami de Guerlas, c'est de l'éclairer sur la nature de cette région inconnue et vierge encore de toute présence humaine, et dont nul au monde, à part moi, n'a la moindre connaissance. C'est un détail presque, dit le colonel. Bien. Mais venons-en maintenant à l'objet même de votre mission auprès de moi, c'est-à-dire à l'identification des terres inconnues où, selon toute éventuelle vraisemblance, est établie, au compte de qui nous l'ignorons pour le moment, la base secrète et maléfique, objectif numéro 1 de l'opération Psychose toujours, et que je connais parfaitement. Vous connaissez l'emplacement de la base? Non, j'ai pas dit ça. Je dis que je connais parfaitement les terres inconnues sur une partie desquelles serait éventuellement établie la base secrète en question. Et vous y êtes allé, vous, sur ces terres inconnues? Mais bien sûr que non. Si j'y étais allé, elle ne serait plus inconnue. C'est logique ou pas? Rigoureusement. Mais si vous n'y êtes jamais allé sur ces terres inconnues, comment pouvez-vous affirmer que vous les connaissez parfaitement? Je m'attendais à cette question, mais j'excelle dans le prêt à répondre. Voyons, cher Nick, réfléchissez un peu. Jules Verne, qui a décrit le voyage de la Terre à la Lune, l'a-t-il effectué en personne, ce voyage? Wells, qui a décrit l'homme invisible, l'a-t-il jamais aperçu ou rencontré au cours de sa littéraire existence? Et Voltaire lui-même, le grand Voltaire, qui a raconté l'histoire de Micromégas, a-t-il jamais de sa vie foutu ses illustres pieds philosophiques sur Sirius et Saturne? Non, bien sûr. Alors, pourquoi voudriez-vous que moi, Philémon Bossi-Suite, le plus grand spécialiste en matière générale in the world et in the pocket, je ne sois pas en mesure de connaître parfaitement et d'en parler en toute méconnaissance de cause de ces terres inconnues, sans jamais y avoir foutu les pieds? Cette explication suffit-elle à vous convaincre, cher Nick? Entièrement, Phil, cher. Cher Phil. Non, c'est rien. Le colonel, en vous décrivant à moi comme étant le champion de toute catégorie de la connaissance universelle, est encore au-dessous de la vérité, car pour moi, savez-vous ce que vous êtes, Bossi-Suite? Dites toujours, cher Nick. Pardon, cher Nick. Vous êtes le puits cartésien de la connaissance, Phil. Merci, Nick. J'accepte et apprécie le compliment, car voyez-vous, mon bon ami, le sommet de la connaissance est, qu'on le veuille ou non, au fond du puits de l'infuse vérité. Bien, revenons aux terres inconnues en question. Voyons, récapitulons. D'après ce qu'a dit le colonel au téléphone, la région inconnue concernée se situerait dans la grande banlieue de l'Everest. C'est ça. Ça a l'air de se trouver dans le Népal. Oui, ça n'en a que l'air parce que ça se trouve réellement et effectivement dans le nez rouge. Dans le nez rouge? C'est bien la première fois que j'entends prononcer ce nom en tant que région.
Bien sûr, parce qu'en période de rhume de cerveau. Et alors, où ça perche ça, le nez rouge? C'est la région qui fait face au Népal, mais qui en est séparée par la chaîne de l'Himalaya sur une longueur de 1,5 km. 1,5 km, eh ben, ça fait pas une longue distance. 1,5 km lourd, c'est-à-dire 150 km ancien, léger. Ah, voilà, je me disais aussi. Et alors, comment se présente cette terre inconnue, connue de vous sous le nom de nez rouge? Mais mal, très mal. C'est une terre terriblement désolée. Vraiment désolé. À un point qui dépasse l'imagination. C'est même plutôt... C'est une terre désespérée, sans le moindre espoir de consolation, qu'il faudrait dire. Une terre qui a eu des malheurs, en quelque sorte. D'affreux malheurs, oui, et qui a connu au cours des millénaires d'incroyables bouleversements, tant géologiques que géographiques et graphitiques. Je vois, il comprend. Il y a dans le sous-sol de cette terre inconnue des mines de graphite. Non, ben vous ne voyez et vous m'entendez mal. Ah. Je veux dire qu'il y a inscrit sur les parois des cavernes de cette terre maudite et inhospitalière des graffitis qui remontent à des millions et des millions d'années. Ah, donc cette terre inconnue a été habitée. Car qui dit graffiti dit inscription. Qui dit inscription dit main qui est inscrit. Et qui dit main qui est inscrit dit être auquel elle appartient. Réflexion judicieuse et non révocable en doute, cette terre inconnue et seule de moi connue a été très vraisemblablement habitée, peuplée même par des êtres également inconnus, à l'âge de la pierre grossière et mal embouchée, qui a immédiatement précédé celui de la pierre polie et bien élevée. Mais alors tout ça a disparu. Définitivement, irrévocablement. Et comment peut-on parvenir au nez rouge sans passer par le Beaujolais? On n'y parvient pas, c'est inaccessible. Ah, c'est haut. Pas tellement, mais c'est inaccessible. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune voie d'accès qui permette d'y accéder. Ah, donc il peut y avoir personne sur les terres de ce nez rouge. Absolument personne. Pas plus personne que quiconque ou qui que ce soit. C'est géologiquement et territorialement impossible. Et pourtant, c'est dans ce sacré damné coin perdu que pourrait éventuellement se trouver la sacrée damnée foutue base secrète en question. Ah, l'éventualité n'en est pas impérativement exclue. En ce cas, ce ne serait pas un coin perdu pour tout le monde. Les exceptions territoriales ont toujours confirmé la règle de 3, notamment au temps de la guerre du même nom et dans le département de l'Aube. En conclusion, mon cher Phil, les adversaires auxquels s'attaque le SDUC sont vachement fortiches. Des grossiums de poids, comme on dit dans le codicile de l'Ancien Testament. Tiens, on dit ça dans l'Ancien Testament. Dans le codicile, oui. C'est même écrit au chapitre 46 bis du petit Pentateuque illustré. Même que c'est le révérend Père Paul de Murge qui me l'a affirmé. Ça par exemple. Ça, par exemple, c'est bien la première fois que l'universalité de ma connaissance est mise en défaut. Il faut dire que le jour où le révérend Père Paul de Murge m'a dit ça, il en tenait plutôt une sévère. Ah, vous me rassurez. Eh bien, mon cher Phil, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vos précieux renseignements. Je vais en faire le rapport au colonel, qui ne manquera pas d'en tirer les constructives conclusions qui s'imposent. Mais je suis trop heureux de vous avoir été utile, mon cher Nick. Mais vous prendrez bien quelque chose avant de partir. Bien volontiers, mon cher Phil. Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir de prendre? Eh bien, ma foi, je prendrais bien ce clerc de notaire au clair de lune accroché au mur, là. C'est un Picasso, si je ne m'abuse. Mais prenez-le, mon cher Nick, il est à vous et apaisera, j'en suis persuadé, votre soif d'art abstrait. Alors, au revoir, toutes mes amitiés au colonel et à votre entière disposition pour tous autres renseignements dont il pourrait avoir besoin. Et tous mes vœux pour la réussite de l'opération Psychose toujours. Voilà l'abat-jour. Ne l'eussiez-vous pas dit que j'en eusse été tout mari? La consultation avec Philémon Baucis-Suite, l'érudit spécialiste en matière générale, est-elle vraiment susceptible de faire avancer l'opération Psychose toujours? Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Pourquoi Zorbec le Gras, si vaniteux d'habitude, ne fait-il pas parler de lui? Vous l'apprendrez, j'en suis à peu près certain, au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'exploration de l'inconnu, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Jacques-Henri Duval, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.